Et voilà. Salut JF. En forme? Oui, oui, super en forme. Est-ce qu'on est maintenant en direct? Oui, on est maintenant en direct. Tout semble fonctionner. S'il y a du monde qui sont là, qui nous entendent, qui nous voient, peut-être nous confirmer là, que tout est correct. Fait que, parfait. Une fois de plus, s'il y en a qui sont déjà connectés, là, on vous invite à poser des questions ou quoi que ce soit, là, des commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre ou du moins de vous aider là, si vous avez des questions, ben, quoi que ce soit. Fait que, es-tu prêt à commencer, Jean-François? Moi, je suis toujours prêt, ou presque, mais là, je suis prêt cette fois-là, oui. On peut y aller. Ouais, excellent. Hey, good. Fait qu'on va commencer tout de suite avec notre premier sujet qu'on voulait discuter là, cette semaine. Extension lombaire. Fait qu'on a là, on a plusieurs types d'appareils là, qui peuvent faire le travail. On en a une en particulier là, à base militaire de Bagotville. Fait que j'ai une couple de questions. Je vais te laisser commencer là, à élaborer sur le sujet. Parfait. Puis j'aimerais bien savoir les questions de tout le monde, il n'y a aucun problème. Ça se peut que je ne connaisse pas la réponse, je vais aller vous la chercher, mais il y a des bonnes chances que je la connaisse aussi. Ça fait un bout de temps, je vois des exercices au gym puis de la chaise romaine. Chaise romaine, extension lombaire. Pourquoi nous, dans le sujet aujourd'hui, on a choisi d'appeler ça extension lombaire? En fait, c'est parce qu'il y a à peu près personne qui connaît la fameuse chaise romaine ou le nom. Puis quand je me mets à dire extension lombaire, les gens, ils savent de quoi je parle. Donc, en gros, par définition, c'est un exercice où est-ce qu'on va avoir les pieds et les jambes, les cuisses fixées au niveau du bassin par différents systèmes, là, mais les principes sont toujours les mêmes. Puis le haut du corps, le tronc, lui, va relever comme ça en extension. Erreur la plus commune, je vous dirais, qui va mener à des blessures, ça va être d'aller trop passer l'horizontale, en fait, dépasser l'extension. Donc là, on va appeler ça de l'hyper-extension. Ça va être trop par rapport à ce qu'on a besoin. Puis ça, en fait, ce que ça peut engendrer, probablement pas à la première répétition, mais ça va être des problèmes où est-ce que mes muscles extenseurs du dos vont être beaucoup trop sollicités, mais surtout, je reviens à mon bon vieil exemple. Pas mal tout revient à vous faire un exemple avec mon doigt. Mon doigt, lui, va être confortable en position neutre, quelque part comme ça. Si je l'amène de façon répétitive ici, ça se peut qu'après quelques dizaines, centaines de répétitions, mon doigt n'aime pas ça. Il y a des structures articulaires qui vont vous donner un signal de douleur. Et puis, c'est là que vous allez aboutir dans une clinique de physio. Donc, l'objectif, pour venir à la base, l'objectif, c'est de tonifier, d'activer la musculature, ce qu'on appelle en anglais le core, le bon vieux cylindre là, autour de la région lombaire. Et puis, le but, en réalité, c'est beaucoup plus efficace de l'activer en position neutre parce qu'on a moins de stress sur la colonne vertébrale. Donc, il faut se rappeler que la fonction première des muscles stabilisateurs lombaires, c'est de stabiliser. C'est ce qui m'amène à mon erreur numéro 2, c'est que la plupart du temps, les gens vont mettre beaucoup trop de charge dans leurs mains pour faire ce genre d'exercice-là. Faut se dire que c'est des muscles posturaux. Un muscle postural, par définition, on veut un muscle qui va être endurant, parce qu'une posture, on ne veut pas tenir ça juste 3 minutes. Fait que c'est pas un one-shot deal, comme on dit. Pas max, là, comme on dit. C'est ça. Exactement. Ça ne s'entraîne pas pantoute comme un bicep. Un bicep, lui, peut rester au repos une bonne portion de la journée. Et puis, selon ce qu'on lui demande ou notre type de travail, là, on va avoir besoin de quelques répétitions avec notre bicep qui vont être quand même faites d'une manière vigoureuse. Fait qu'on va l'entraîner pour dire des chiffres, là, 6, 8, 10, 12 répétitions. Sauf que les muscles posturaux, on a tendance à les entraîner en longues répétitions qui parfois même vont être soutenues avec peu de temps de repos. C'est ce qui est par définition, c'est ce qui est attendu de nos muscles posturaux. En réalité, c'est de fonctionner pendant plusieurs heures dans la journée avec peu de repos, mais pas d'une manière maximale avec beaucoup de charge. Ça va être quand même plus rare. Puis toi, est-ce que tu prioriserais un entraînement avec mouvement ou plus isométrique sans mouvement pour ce type même pour que ce soit même quelqu'un en santé, là, en pleine santé, sans problématique? Ça serait quoi ta priorité? Est-ce que tu conseillerais d'y aller isométrique, en mouvement? Est-ce qu'il y a des amplitudes? Là, on a parlé d'hyperextension. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus, là, d'éviter. Mais pour exemple, pour la flexion, est-ce que
Est-ce que ça serait quoi pour toi ton amplitude maximale? Puis sinon, est-ce que tu privilégierais l'isométrique, fait maintenir là, 30 secondes, exemple, en posture stable, ou au contraire, on irait avec des répétitions? Oui, excuse-moi, j'ai perdu, la ligne a brouillé un petit peu, j'ai perdu une petite portion de ta question, mais je vais y aller avec chaise romaine. Est-ce qu'on y va en isométrique ou en répétition? Ça, je vais commencer avec cet aspect-là. En fait, certaines études, certaines observations cliniques aussi vont parler dans certains groupes musculaires qu'en isométrique, il y a moins de chances d'aller chercher l'irritation de la personne, donc il y a moins de chances de produire de la douleur. Il y a même certaines études qui vont utiliser l'isométrique comme... isométrique veut dire tenir la position longtemps sans aucun mouvement. Puis il y a certaines études qui vont aller chercher l'isométrique comme même un effet analgésique. Si tu as une douleur dans un muscle, ben là, tu peux t'en servir pour réduire ta douleur là, dans l'heure suivant les contractions que tu as faites. Je te dirais au niveau des extensions lombaires de la chaise romaine, moi, ce que j'observe, si, encore là, c'est avec des gens qui ont eu des problèmes lombaires la plupart du temps que je fais la chaise romaine, je ne suis pas en performance, j'observe que ça va être moins à risque d'y aller avec on lève, on va chercher bien relax, une contraction, on garde la position pendant 2 respirations, parce qu'il ne faut pas oublier que les muscles posturaux, il faut quand même être capable de respirer pendant qu'on les utilise. C'est de cette façon-là qu'on veut s'en servir dans le quotidien aussi. Ça revient à dire qu'on s'entraîne de la façon qu'on veut les utiliser. Donc, je tiens ma position pour 2 respirations, puis après ça, je reviens. Après ça, je vais repartir. Même principe. On est mieux, au lieu de mettre plein de charges dans nos bras, on peut en mettre un petit peu, là, mais il faut que ce soit une charge qui est représentative de ce qu'on va faire avec ce groupe musculaire-là dans notre journée de travail ou peu importe, dans notre fin de semaine autour de la maison. C'est pour ça qu'on veut les recruter. On est mieux de s'ambitionner à faire beaucoup plus de répétitions. Par exemple, on peut faire du 2 fois 20, 25 reps au lieu de faire un 2 fois 8 avec plein de charges dans nos bras. Bien entendu, à mes yeux, la méthode endurance a l'air plus logique. Puis, ça, c'est une autre affaire, c'est que par la suite, si on tolère bien le mouvement, on n'a aucune douleur lombaire, là, oui, certaines études qui parlent que la normalité, à vous tenir comme ça, il faudrait que je regarde le chiffre, là, mais il me semble que c'était assez marquant. C'était un 2 minutes. Je pense que c'était chez les hommes, puis je pense même que c'était dans le militaire. Un bon 2 minutes à l'horizontale chez des sujets simples, c'est-à-dire des gens pas blessés. Fait qu'on tend vers cet idéal-là éventuellement pour mesurer l'endurance des extenseurs lombaires. Puis là, je ne veux pas lancer le message à tout le monde qu'il faut aller au gym et essayer un 2 minutes tout de suite si on ne l'a jamais fait. Faut être progressif dans tout ça. Ah ouais, totalement d'accord avec toi. Même d'un point de vue performance ou justement avec du monde en pleine santé, j'adore cet exercice-là, mais d'un point de vue, j'aime beaucoup le faire isométrique. Évidemment, quand la personne est en mesure de le faire, comme tu viens de mentionner. Là. Puis, tu sais, rajouter du mouvement, même, tu sais, juste de mettre les mains au niveau de la tête, d'allonger les bras au-dessus des épaules. Là, on augmente beaucoup la difficulté. Avant de rajouter des charges, ben quoi que ce soit, là, je pense qu'on va déjà avoir un bon challenge puis un bon défi. Puis si on parle du 2 minutes, t'en conviendras avec moi que c'est difficile. Là. Il y a beaucoup de monde que ça va être très difficile. C'est tout à fait normal. Là. Fait que ça peut être quand même long comme entraînement, un peu comme la planche abdominale, là, si on peut faire un parallèle, là, qui est différente, là, mais qu'on fait de manière isométrique aussi sans mouvement. Là. Puis dans ces affaires-là aussi, tout ce qui est isométrique, surtout, c'est. On va faire un parallèle avec les trapèzes supérieurs, puis même, à certains égards, les quadriceps qui ont fait la chaise à petite école. On a tous déjà fait la chaise là, assis sur le bord du mur, là, sans aucun appui. On dirait que le muscle est encore capable, mais il y a une sensation quand même désagréable. J'avais déjà entendu parler là, que c'était une ischémie. C'est qu'à un moment donné, le muscle, lui, il y a un phénomène de pompage là, qui va amener ça au muscle. Puis là, ben, le fait de le tenir comme ça, ben, chez certaines personnes, ça pourrait être pas mal plus désagréable. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, j'ambitionne pas mes patients, surtout ceux-là qui ont eu beaucoup d'expériences douloureuses au niveau lombaire, même si l'étude a dit, OK, il faut le tenir, ben, des personnes qui n'ont pas de problème, ils l'ont déjà tenu 2 minutes dans un contexte, une fois où est-ce qu'on l'a mesuré. Moi, j'ai toujours tendance à mettre un bémol et remettre les choses en perspective. Je préconise beaucoup plus les répétitions. Par contre, il va y en avoir beaucoup. Là. Le nombre de répétitions que tu vas faire, ça va ressembler énormément au
total tout à 2 à 3 minutes de travail des fois. Ouais, c'est mais ça. il va y avoir des petits repos là, pour laisser le muscle décanter puis s'assurer que ça se fait d'une manière quand même agréable et confortable. Est-ce que ça répondait à l'ensemble de ta question? Ouais, ça répond à l'ensemble de ma question, tout à fait. Puis tu sais aussi, pour rajouter là, à ce que tu viens de dire, on peut jouer aussi sur le tempo, fait que la vitesse de mouvement. On peut faire maintenir un 10 secondes en haut, après ça, effectuer le mouvement. Définitivement. Moi, je te dirais que au niveau, il y a une étude qui avait été faite, je me rappelle, une vieille étude, c'était un de nos majors qu'on avait en physiothérapie dans le temps, Luc Hébert, qui était beaucoup impliqué au niveau de la recherche. Je vais faire un clin d'œil au physiothérapeute qui le connaissent bien. Puis, en fait, lui, il y avait des équipements laboratoires qui ressemblent à la science du sport, là, les capteurs avec au niveau musculaire, les capteurs d'activité musculaire. Puis on s'apercevait que sur une marche forcée à Valcartier, là, il avait pris en tout cas, c'était quand même assez technologique là, comme laboratoire. Puis on avait un militaire qui avait un sac à dos avec la charge là, conventionnelle là, qui était à mettre dans le sac, qui avait son arme. Puis bon. Puis en fait, marchait en ligne droite. Puis là, les capteurs, ce qu'ils révélaient, c'est que les deux groupes musculaires les plus sollicités quand j'ai un sac à dos et puis je marche avec bien de la charge, ben c'est les fessiers, c'est-à-dire les extenseurs de la hanche, et puis les muscles du bas du dos, les lombaires, qui sont les extenseurs lombaires. Donc, basé là-dessus, bien entendu, toute personne qui va à un moment donné marcher soit avec une charge dans ses mains ou un sac à dos, puis ça nous arrive pas mal tout. J'aurais tendance à dire que oui, tu vas aller chercher une endurance de ces muscles-là. Parce que qu'est-ce qui arrive? Tu as bien beau dire, ah oui, ben là, je marche, j'ai une belle posture, mais quand ces muscles-là sont utilisés à leur pleine capacité, la batterie est vide, ils sont plus capables d'en prendre, ils n'ont plus d'endurance, ben tu vas aller chercher une compensation ailleurs. Tu sais, ça va rondir à quelque part, ta façon de marcher va changer, etc. Fait que oui, tu as bien beau faire les meilleurs exercices de mobilité préventive, foam roller, etc., t'échauffer, mais si ton muscle n'est pas assez, ton muscle postural, le plus important, n'est pas assez endurant, ben tous tes bons principes, toutes tes bonnes intentions viennent de prendre la barre parce que là, ce muscle-là n'est plus capable de fonctionner. Tu y en demandes un peu plus, puis c'est là que tu peux développer des problèmes lombaires. Effectivement, totalement d'accord. Puis je pense que c'est un exercice aussi de base. Là. Moi, je suis dans le même sens que toi. Puis on pourrait faire un lien là, avec le soulevé de terre aussi, là, qui va être on va dire une alternative à un niveau plus élevé. Mais juste avant, là, je viens d'avoir comme commentaire qu'on n'a plus de son et que ça coupe régulièrement. Ah, moi je t'entends bien. Je sais que ça coupe tout à l'heure. C'est de mes collègues qui ont écrit ça. Je vais juste leur demander, voir si ça fonctionne mieux là, maintenant ou si ça coupe encore. Ouais, toujours mieux nous entendre. Donc, ça aide. Là. On fait ça pour les gens. Le monde ne nous entend pas. Okay. Donc, ouais, c'est ça. Toi, tu as eu, je viens de revoir un petit lag. C'est peut-être la bande passante là, qui n'est pas tout à fait stable. Je pense qu'on a eu une petite affaire. Zoé qui vient de nous écrire que c'est mieux. Écoute, je pense qu'anyway, on va continuer. De toute manière, là, par la suite, on va l'afficher là, directement sur la page Facebook. Fait que on pourra l'ajuster s'il y a des hauts besoins. Là, si on pourra ajuster là, en conséquence là, après. Là, fait que, des petits compléments d'informations besoin ou on va s'ajuster. Ouais. Fait que là, pour ceux qui vont l'écouter plus tard, là, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser, puis on va répondre là, ultérieurement là, aux questions. Ouais, OK, donc on va poursuivre. Là, OK, fait que Roxane nous dit qu'elle nous entend tous les deux, mais que ça coupe régulièrement. Okay. Fait que, désolé là, si on a des petits bugs là, informatiques, mais on va, comme je l'ai dit, on va le poster par la suite, on va le mettre sur la page
PSP là, Bagotville, là, BFC Bagotville par la suite. Fait que je crois qu'il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir l'écouter sans problématique. Donc, ouais, Jean-François, fait qu'on a parlé extension lombaire. Moi, je vois une corrélation là, avec le soulevé de terre. Fait que je pense que quelqu'un qui n'est pas capable de faire ou qui a de la difficulté à faire l'exercice d'extension lombaire, surtout sans douleur, évidemment, on va créer là, beaucoup plus de difficultés là, pour le soulevé de terre, justement. Là. Fait qu'on va avoir beaucoup de difficultés à faire la transition vers le soulevé de terre. Je pense que c'est un excellent exercice, justement, pour quelqu'un, même qui n'est pas en réadapte, mais qui commence l'entraînement avant de penser à faire du soulevé de terre, surtout avec des charges plus lourdes. Là. Justement, ça peut être un bon moment aussi de travailler sa technique pour le soulevé de terre, puis faire du renforcement spécifique au niveau lombaire avec un exercice là, comme la chaise romaine puis l'extension lombaire. Toi, de ton côté, comment tu vois ça? Oui, exactement. Moi, je pense qu'il y a une certaine préparation à faire avant le deadlift. Ne serait-ce que de préparer des exercices divers de renforcement de fessiers. La chaise romaine fait partie des prérequis pour le soulevé de terre, le deadlift. Puis tu me fais penser, le deadlift devrait simplement changer de nom. On devrait appeler ça le fun lift. J'ai aucune idée, mais ça effraie une certaine catégorie de gens. C'est moins motivant quand c'est appelé deadlift quand même. Oui, puis c'est ça, on dirait que ça effraie une certaine catégorie de gens. Puis à l'inverse, il y en a que ça les effraie pas du tout, qui sont beaucoup trop enthousiastes par rapport à leur progression au deadlift. C'est ce qui m'amène à te parler des erreurs les plus communes au deadlift. Premièrement, je dirais, je vais appeler ça un surplus d'orgueil. Ça, c'est assez... puis tu sais, je vais être curieux d'entendre tes commentaires là-dessus, là, mais ça, moi, c'est le même principe. Là. Je vois pas... Oui, bon, il y a des compétitions de powerlifting, etc., mais je vois pas l'intérêt à s'ambitionner à charger, puis à charger, puis à charger, puis à charger davantage sur un deadlift pour la majorité des gens. Moi, personnellement, je préconiserais beaucoup plus l'endurance parce que, par exemple, on va regarder le test force, le soulèvement de 30 poches de sable de 45 livres. Fait que là, si toi, tu t'entraînes à faire une répétition maximale avec, disons, 250, 300, 350 livres, ben, je vois pas où est-ce que le transfert va se faire. Puis je respecte ça. Là. Il y a des gens qui font, puis mon but, comme je dis des fois, ben, c'est pas de jouer à votre père, c'est pas de jouer à votre mon-oncle qui connaît tout. Là. C'est surtout d'amener la piste de réflexion. Puis après ça, ben, vous prenez vos décisions d'adulte. C'est le message que je veux lancer à tout le monde qui va écouter cette vidéo-là. Bon, premièrement, orgueil, la charge, puis bon, c'est là que la technique va prendre le bord, ou bien qu'on a mal géré notre progression pour se rendre à toutes ces charges-là, bien entendu. Il faut que le corps s'adapte à quelque part. Ensuite, l'autre erreur la plus commune, c'est que quand je vais faire le soulevé de terre, je vais m'éloigner un petit peu, la charge ne descendra pas en ligne droite. À un moment donné, la technique va prendre le bord, les bras vont s'éloigner un petit peu trop des cuisses. Donc, ça va faire en sorte que là, c'est un peu comme le même principe de tenir une chaudière d'eau près de nous versus la tenir à bout de bras. Ben là, bien entendu, la charge va être beaucoup trop lourde, autant pour nos épaules que le bas du dos. On fait un effet de levier qui est défavorable. Et puis, je dirais, ben, la fameuse région lombaire. Des fois, ben là, un coup qu'on fait beaucoup de répétitions, on est en situation de fatigue. La région lombaire, elle, il faut qu'elle demeure, encore une fois, on a le droit d'incliner le tronc vers l'avant, c'est ça le but du mouvement. Il y a une méchante distinction entre incliner ton tronc vers l'avant versus il ne faut pas laisser rondir le bas du dos. Si tu laisses rondir le bas du dos, ben c'est là que ça peut avoir un effet défavorable pour certaines structures, notamment ton disque au niveau lombaire, qui, lui, ben, n'a pas tendance à aimer ce genre de flexion-là avec beaucoup de charge. Puis, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je t'en ai même pas parlé à date, là, mais je vais te poser la question à toi. Il y a une espèce à l'inverse, il y a une espèce de mode d'exagération d'arquer le bas du dos en faisant le deadlift. Puis moi, ben, je reviens à l'exemple de mon doigt. Je trouve pas que c'est bon. C'est un exemple, mais
Oui, puis pas juste, désolé là, s'il y a du bruit, il y a quelqu'un qui rentre chez nous, mais non, tout à fait d'accord. On le voit, oui, au soulevé de terre, au deadlift, mais on le voit beaucoup au squat aussi. Justement, peut-être par le fait que le monde, des fois, ils ont entendu le mythe qu'il faut regarder vraiment le ciel en haut. Ce qui fait on désaxe la colonne vertébrale au niveau cervical, puis qui va souvent amener les personnes à se désaxer au niveau lombaire aussi. Fait que, oui, tout à fait, on le voit très souvent. Fait qu'avec le fameux exemple du doigt, mais c'est vrai, c'est un bel exemple, puis ça image facilement c'est quoi qui se passe au niveau lombaire. On voit beaucoup de problèmes, puis on peut créer des problèmes à ce niveau-là avec des charges très légères, mais imaginez, là, je pense que si on commence à mettre quoi, il y en a qui mettent jusqu'à 300, 400, 500 livres, même 200 livres, c'est énorme, surtout si le reste de la technique reste aussi là, qui n'est pas super bonne aussi. Fait que là, on met plusieurs facteurs en même temps. Puis non, moi je suis totalement d'accord. Puis j'aurais, de mon côté, là, même avant de parler de technique, j'aurais d'autres points super importants à mentionner au niveau du soulevé de terre du deadlift. Premièrement, la progression des charges. Tantôt, là, on a parlé de faire l'extension lombaire, donc se préparer. Je pense que c'est un mouvement quand même complexe, là, le deadlift. Il y a moyen de mettre beaucoup de charges aussi, puis qu'on soit capable de le lever, même si ce n'est pas fait correctement. Fait que c'est facile de se laisser emporter, comme tu l'as dit, par l'ego ou la compétition avec d'autres personnes. Puis c'est un mouvement qui est impliqué là, dans beaucoup, on a juste à penser là, au powerlifting, au crossfit. Puis même pour le plaisir personnel de lever une grosse charge, ça peut être agréable pour beaucoup de personnes. Mais il y a quand même, je pense, une longue progression à faire au niveau de la charge. Une préparation, comme tu l'as mentionné, à l'extérieur de l'exercice du soulevé de terre, donc de faire des exercices de préparation, extension lombaire. On pourrait même parler d'exercices de planche, d'exercices de fessier, comme tu as dit, etc. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, une autre erreur commune, c'est de lever des charges lourdes ou de lever des charges presque maximales trop souvent dans l'année. Puis jamais garder de temps pour travailler sa technique, puis se remémorer les points techniques ou avoir des conseils à ce niveau-là. Prendre exemple, un mois, diminuer ses charges, puis vraiment penser, là, comme on vient de parler, à notre posture lombaire, à notre posture de notre tête, des épaules, etc. Fait que ça, c'est important aussi. Puis, dernier point, varier le type de deadlift aussi. Il y a plusieurs types de deadlift qui vont solliciter les muscles de différentes manières. Fait que ça, c'est super important. Puis, moi, ça serait vraiment mes points. Puis après ça, là, on rentre là, quand on parle de technique, là, comme tu viens de le dire, avec tous les excellents points que tu as mentionnés de l'alignement là, postural. Là, ouais. Ouais, puis moi, je suis 100% d'accord. Ça revient à pas toujours taper sur le même clou. C'est ça l'expression. Si tu fais toujours le même mouvement toute l'année, pendant 5 ans, à un moment donné, ton corps va t'envoyer un signal. C'est juste possible. Puis oui, on peut se dire, oui, il y a eu une certaine forme d'adaptation de ton corps, mais c'est un peu comme la course à pied. Tu ne peux pas tout le temps être en progression de tes charges. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une apparence de pause ou une apparence de petite régression temporaire, puis que tu ailles faire tes devoirs dans d'autres domaines. Tu vas aller travailler d'autres qualités complémentaires qui vont faire en sorte que, oups, tu vas avoir une surprise. Peut-être que dans 2 mois, même si tu n'as pas fait ton gros deadlift que tu aimes, tu vas revenir meilleur. Ça se peut que ton corps va juste s'être reposé d'un certain mouvement, va avoir activé d'autres choses, puis ça se pourrait que tu aies une surprise. C'est vrai, j'allais dire aussi, tu me fais penser, le fameux conseil, justement, de lever, de regarder dans les airs avant de relever ta charge de deadlift, puis de s'arquer le dos en exagérant. Probablement que la personne qui a donné ce conseil-là la première fois, c'est un peu comme le jeu du téléphone, elle voulait juste donner un indice à une personne qui avait le bas du dos un petit peu trop rondi, puis c'est un truc qui a fonctionné ce jour-là avec la personne à qui elle l'a donné. Mais là, je pense, de mon observation, là, je ne sais même pas c'est quand ça a commencé ce conseil-là, c'est qui, pourquoi. C'est le jeu du téléphone. Là. Puis là, je pense que là, c'est rendu un petit peu trop loin. Là, quand t'es rendu, dans le balancier, là, je pense. C'est bien beau. Puis de toute façon, il faut rappeler aux gens que naturellement, notre bas du dos, il est déjà un petit peu courbé vers l'arrière. Fonction principale de protéger nos disques, qui, eux autres, n'aiment pas avoir la pression en avant. On n'a pas besoin d'exagérer cette courbe-là, mais juste de la maintenir, c'est parfait.
Exactement. Puis, tu sais, on parlait là, de la posture de la tête. Tu sais, la tête, il faut qu'elle soit dans son soulevé-terre. Je ne sais pas si on va comme il faut. Il faut qu'elle soit d'une belle posture, là, autant que le reste du corps. Moi non plus, je suis pas, je donne jamais le conseil de regarder là, complètement en haut. Je l'ai peut-être déjà fait dans le passé, là, mais aujourd'hui, clairement que ça serait à proscrire parce que je pense que ça vient comme ça fait boule de neige un peu, là, un effet boule de neige, c'est que là, tu vas lever le menton, ça va te désaxer au niveau de ta tête cervicale. Puis là, ben là, le monde, comme on a dit tantôt, quelqu'un qui est plus ou moins au courant va compenser là, avec lombaire, puis ça se pourrait qu'il se ramasse dans ta clinique, surtout si on lève des charges là, très lourdes, puis il y en a qui sont extrêmement forts. Fait que, on n'imagine même pas la pression là, lombaire là, qui va t'imposer à ce moment-là. Et puisque tu me parles d'axe cervical, un commentaire qui a l'air banal, mais que j'ai quand même entendu assez souvent en clinique, ou puis même, j'ajoute tous ceux-là qui ne me l'ont pas dit parce qu'ils étaient un peu gênés, c'est autant pour les extensions lombaires que pour le deadlift. Oui, tu peux te regarder un petit peu dans le miroir de côté pour voir si ton axe est bon, mais pas plusieurs fois. OK, je te dirais. Oui, dans une de nos autres capsules, tu disais justement, ben, ça prend une bonne conscience corporelle, une bonne posture pendant que tu fais ton effort. Ben, c'est pour ça que toi, tu te donnais l'exemple que c'est pas le temps de regarder la télévision pendant que tu fais ça. Mais aussi, j'ajouterais, ben, si tu regardes toujours dans le miroir de côté, que tu es tourné comme ça, ben, ça se peut que tu aies un petit pincement dans le cou dans les heures et dans les jours suivants. Ce sera pas super agréable, non, je suis bien d'accord avec toi. Puis, peut-être dernière chose, un des derniers points là, que j'aimerais ajouter, c'est aussi un concept là, de périodisation, fait que de planifier l'entraînement dans l'année. Donc, quelqu'un qui m'arrive et qui me dit je veux faire du deadlift toute l'année, ça arrive, là, mais disons quelqu'un me dit ça, ben, il va avoir au niveau des charges, au niveau fait que l'intensité de l'entraînement, la durée de l'entraînement, le nombre de séries, le nombre de répétitions. On va avoir une variance là-dedans. J'ai parlé du type de deadlift qu'on peut faire, les pieds décalés, les pieds rapprochés, plus larges, qui pourraient être, qui se fait appeler le souvent sumo deadlift. On a beaucoup de variétés, fait qu'on va jouer avec ces facteurs-là, puis donner l'opportunité aussi au corps au niveau de l'entraînement, l'opportunité au corps de récupérer, puis d'avoir des nouveaux stimuli, là. Puis là, évidemment, on baisse la charge, on pratique ça avec des charges légères, puis si la personne finit par maîtriser le mouvement adéquatement, ben là, on peut augmenter la charge puis ça faire plus de fun pour quelqu'un qui va avoir du fun en augmentant les charges. Fait que c'est ça. Je sais pas là-dessus. Non, c'est beau, je suis 100% d'accord. C'est rare, t'as rien à rajouter, mais c'est parfait, c'est vrai correct. Puis, puis au niveau des blessures, juste pour finir, là, au niveau des blessures là, avec le deadlift, c'est quoi tu vois le plus commun? Je pense qu'on a fait le tour, là, mais juste pour préciser, pour que le monde là, remarque au niveau de ton expérience, c'est quand le monde se sont blessés sur le soulevé de terre deadlift, c'est où, c'est quoi? Puis souvent, c'est quoi la cause aussi? Oui, ben en fait, je vais y aller. Commencer par vous faire peur, là, la blessure la plus commune. Pour faire une histoire courte, là, ça, on va dire que c'est tout ce que j'ai sous la main, désolé. Ça, c'est je vais le baisser un petit peu. Ouais, comme ça, parfait. Ça, c'est un disque au niveau lombaire. Fait que là, notre colonne vertébrale, c'est plein de petits coussins comme ça, empilés un sur l'autre, entrecoupés avec des cannes de conserve qui sont mes vertèbres. Okay? Jusque-là, c'est clair, canne de conserve avec beigne à la crème fouettée, des petits coussins qui sont les disques. Fait que là, la pâte de mon beigne, plusieurs couches de ligaments, une bonne vingtaine, c'est très, très, très solide. Dans le milieu, j'ai une gélatine, une crème fouettée qui, elle, absorbe le choc. Puis, ce qui se passe, ce disque-là, lui, il est un petit peu plus, beaucoup plus vulnérable, je vous dirais, aux positions de flexion, c'est-à-dire se pencher vers l'avant, de façon soutenue ou répétée. Donc, je vous dirais que l'humain nord-américain a tendance à être assis très souvent, très longtemps. Donc, déjà, ça compte pour du temps qu'on appelle en flexion. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer quand ma colonne est en flexion? Les deux cannes de conserve ici, je vais me pencher vers l'avant dans cette direction-là.
ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va comprimer excusez-moi, je vais prendre ce côté-là, mon beigne à crème fouettée à l'avant. Puis, lui, il va aller se bomber un petit peu vers l'arrière. Là, je ne suis pas dans les scénarios les plus fatalistes. C'est pas une hernie discale. Tout de suite, OK, il se passe bien des choses avant ça. Encore conservateur, oui. Hernie discale étant le mot le plus utilisé dans la population. Puis en clinique, les véritables hernies discales, ce qui veut dire en fait, c'est qu'il y a un morceau de beigne crème fouettée qui est en train de flotter, la pâte est déchirée. Là, ça, c'est la véritable hernie discale. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Okay? Fait que la plupart du temps, ce qui va se passer, ça va être un bombement, on va aller de ce bord-là, un bombement discal. Fait que là, on s'imagine mon tube de pâte à dents qui est comprimé à l'avant, parce que là, je suis allé me pencher vers l'avant. Puis, lui, il va se bomber vers l'arrière. Fait que là, ben, si je me penche de façon répétitive, puis je suis assis sur ce coussin-là toute la journée, ben là, j'ajoute même mon mouvement de deadlift avec charge. Ce que ça va faire en réalité, c'est que le beigne, lui, va se bomber davantage. Puis là, à un moment donné, moi, j'utilise l'expression, ben, au moment où c'est arrivé, tu étais probablement déjà sur la carte de crédit depuis quelques jours, OK? Puis ton beigne ton disque était déjà bombé un petit peu vers l'arrière. Là, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, tu es en train, en plus de bloquer ta respiration, force et force, ça met encore beaucoup plus de pression sur l'avant du beigne à crème fouettée, le disque. Et puis, là, il va y avoir une autre petite dose de crème fouettée qui va aller à côté sur la paroi, sur la pâte. Puis là, ben, il y a des récepteurs de douleur assez, assez réactifs au niveau de cette pâte-là. Ils vont t'envoyer un signal pour dire « Oh, t'arrêtes de bouger ». Fait que là, dans ces occasions-là, on peut avoir le spasme musculaire, puis la personne qui est, en bon québécois, barrée vers l'avant, comme dans l'annonce de Rob Accessette, OK? Puis qui se tient ses murs, qui est pris comme ça. Là, ce que je dis aux gens qui sont dans cette situation-là, là, ben, c'est sûr que la panique peut s'installer. Il y a une détresse, puis bien entendu, là, pour l'avoir vécu moi-même, c'est vraiment pas agréable comme situation. Mais, pour vous rassurer, c'est très, 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 très douloureux, mais la majorité du temps, c'est pas grave. C'est récupérable, finalement. C'est ça, c'est récupérable. Puis, tu sais, c'est le processus. Bon, il y a des choses à faire en clinique. Bien entendu, ben oui, il faut consulter en physiothérapie, ça, c'est clair. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis aux gens, j'utilise souvent l'image de. C'est un peu comme si, en ce moment, là, pour te remettre droite, c'est comme si tu essaies de fermer une valise, mais il reste un morceau de vêtement qui est pris dans la valise. Là. Donc, là, en réalité, c'est quelque chose qui est évitable. Parce que là, ben, si tu es progressif au deadlift et que tu ne laisses pas rondir ton dos vers l'avant, puis tu laisses ton disque, ta colonne en position neutre avec sa petite courbure vers l'arrière qui va protéger tes disques, ben, tu ne devrais pas sentir ce genre de problème-là, d'avoir ce blocage-là. Mais ça, définitivement, c'est l'incident de deadlift numéro 1, le classique, la personne qui, je ne sais pas, ça fait... par exemple, là, ça va souvent se produire ça faisait 2-3 jours que la personne était en formation dans une classe, était assis, fait que, du 7 heures par jour assis, pas beaucoup de mouvement, puis le moment donné, ben, on fait OK, ben, je vais aller au gym, ça va me faire du bien, pour devenir actif. Mais là, en fait, c'est qu'on va aller chercher encore plus la position, le dos rondi vers l'avant avec la charge, puis c'est là qu'on tombe en bombement discal, appelé en bon jargon. Exact, là. Puis ça, non, c'est un bon point, puis c'est aussi, je pense, rendu là, on pourrait rentrer là, dans le domaine de l'échauffement. Fait que là, si on est assis pendant 3 jours de temps à faire une formation, ben ça veut dire peut-être qu'il va falloir consacrer du temps, plus de temps à l'échauffement quand on va rentrer dans la salle d'entraînement. Justement, exact, de prendre conscience de son corps, il ne faut plus. Puis puis là, justement, de se préparer à faire un exercice comme tu le démontres, en fait. Là. Les bons vieux Cobra, où est-ce que je vais aller courber vers l'arrière. Puis moi, j'avais déjà entendu dans une formation de physio, puis ça m'était toujours resté en tête, c'est le formateur essayait de nous faire comprendre à quel point on avait un surplus du même type de mouvement dans notre quotidien. On peut juste penser à une personne qui est assise à un bureau, qui va être toujours dans les mêmes positions, fléchie vers l'avant. Puis cette personne-là dit, ben, pour voir un peu, si vous voulez avoir un aperçu de c'est quoi notre surplus de mouvement vers l'avant, allez juste voir les personnes âgées dans les centres d'achat. Vous allez voir, ils sont penchés vers l'avant.
Puis nous, pour les aider, en plus, on va leur donner une marchette. Donc ça, on va les faire pencher encore plus vers l'avant. Tandis que lui, sa vision, ben, la solution, c'était régulièrement au cours de la journée, faire bouger nos articulations dans la position opposée, ouvrir toutes les articulations. Puis ça s'applique même aux poignets. Il n'y a rien de mal à amener tes poignets comme ça une couple de fois si ça fait 3-4 jours qu'ils ne sont pas allés dans cette position-là. Donc, c'est ça qu'on fait. Exercice préparatoire de mobilité, c'est-à-dire d'ajuster ce que tu as fait comme surplus de mouvement dans la journée, faire le plus rapidement les mouvements inverses dans ta préparation, c'est-à-dire amener du lubrifiant dans chacune de tes articulations, y compris les vertèbres. Et puis après ça, là, tu peux te permettre d'aller faire certains mouvements d'abdominaux et puis d'extenseurs lombaires au gym, mais en maintenant ta colonne dans une position neutre. Puis, non, exact, je suis totalement d'accord avec toi. Puis c'est une étude là, qui avait été sortie avec les forces, justement, où je pense que c'était avec les forces, je ne me rappelle plus exactement la source de l'étude, mais qui démontrait que quand tu étais assis sur une période de 2 à 3 heures, tes contractions abdominales, ton unité centrale, son efficacité diminuait de 30 à 40%. Fait que là, on s'imagine, si on ne va pas réactiver, si on veut dire, si on ne va pas faire des exercices pour d'échauffement, fait qu'on pourrait parler d'exercices d'abdominaux, d'exercices comme tu viens de démontrer. Puis là, on s'en va faire notre charge maximale pour 5, 6, 7 répétitions. Ben, là, les risques de blessures viennent d'augmenter incroyablement. Puis c'est ça. Fait que, ce qui nous amène aussi à parler de renforcement abdominal. Jean-François, il nous reste environ 5, 6, 7 minutes. Fait que c'est ça, on va rentrer là-dedans. Premièrement, ma question première, je vais y aller plus de manière positive. Là, ce serait quoi si on avait un exercice à prioriser pour les abdominaux, 1, 2 ou 3, là, peu importe, là, lesquels tu choisirais? Oui. Puis peut-être expliquer le concept en arrière de ça aussi. Là. En fait, je te dirais définitivement planche latérale. Et puis, pour ceux qui sont tannés de juste faire des planches en position statique, moi, je vous dirais, ben oui, bougez un petit peu vos jambes pendant que vous le faites. Moi, j'aime bien ça. Ça peut être juste à peine glisser ton pied sur le côté à gauche, glisser ton pied un petit peu sur le côté à droite. Tu n'es pas obligé de lever tes jambes et faire plein de swings et des mouvements qui vont te faire perdre ta position neutre. OK? Puis, la même chose en planche latérale. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est faire une planche latérale avec en appui sur un genou, puis d'avoir la jambe du dessus qui est allongée. Donc, il y a plusieurs variantes qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais définitivement, planche latérale vont être mes gros vendeurs pour la simple et bonne raison que c'est très forçant pour tout le cylindre, le corps qui entoure ma colonne lombaire. Puis aussi, ben, c'est à très faible risque de blessure. Mis à part ceux qui, quand ils vont faire la planche, vont descendre beaucoup trop le bassin vers le plancher. On veut le garder en position neutre, là, en relevant les fesses un petit peu plus vers le plafond. Exact. Je pense qu'avec quelques conseils, là, ça se corrige facilement. Là, ça, puis, si l'exemple, on est là, nous, c'est sûr qu'on va mentionner à personne, là, les kinésiologues, si on est là, on va mentionner à personne de corriger ça. Oui, puis après ça, ben, de base, j'aime bien aussi le demi-setup, communément appelé le curl-up. Donc, c'est un setup où est-ce qu'à peine nos omoplates vont décoller le sol. La région lombaire, elle, déteste la flexion puis la rotation combinée. C'est là que le disque va être le plus vulnérable. On peut même y aller de petits croisés là, quand on soulève les omoplates. On va aller chercher un petit peu les obliques. Il y a moyen de se déstabiliser pas à peu près, puis se donner ça difficile, ballon suisse, etc. Donc, il y a plein de méthodes pour faire des abdominaux d'une façon difficile. Fait que je sais pas, pour toi, ça serait quoi ton top 3 à toi? Je serais curieux d'entendre ça. Écoute, ça va sembler plate, là, mais c'est dans le même principe que toi. Moi, les planches, j'adore ça. Il y a moyen de rajouter de l'instabilité si on devient vraiment bon. Fait que soit sur des ballons, là, ballons suisses, des demi-ballons, des bossy-balls communément appelés. On peut faire du mouvement, comme tu as dit, avec les jambes. On peut décoller une jambe du sol. On peut le faire sur les mains en décollant un bras. On peut y aller plus style... on peut rentrer dans le bird dog, là, même sur la pointe des bird dog. Il y a tellement de variantes qui sont peu connues, peu utilisées. Évidemment, il faut être rendu à ce niveau-là. Fait que, là, on commencerait avec la planche traditionnelle, même sur les genoux, pour commencer, si quelqu'un n'a jamais fait ou très peu fait ce genre de renforcement ou qui est tout simplement qui manque de force au niveau abdominal.
Oui, puis c'est vrai, tu me fais penser à un qui est le bird dog, là, qui est sur tes mains et sur tes genoux, le quatre pattes. Puis là, ben, tu lèves un bras, puis des fois, on va te demander aussi puis oui, tu rentres le ventre, puis on va te demander de lever la jambe opposée. Ça, c'est quand même très payant. Puis ça revient à dire aussi que tu veux les exercices abdominaux 2020, ben, en fait, c'est d'aller chercher une colonne qui est stable. Puis là, ben, tu bouges les bras puis les jambes tout en gardant cette stabilité-là. Puis c'est la fonction première de ces muscles-là, c'est de garder une stabilité de la région lombaire. Parce qu'en réalité, quand, mettons, je vais demander à quelqu'un de faire un service de tennis, un service de volleyball ou un smash vigoureux, la région lombaire, elle fait ce que les gens, peut-être que c'est méconnu des gens, elle fait très peu de rotation. La rotation va venir. La rotation va venir des vertèbres qui sont plus thoraciques, c'est-à-dire celles qui sont entre les omoplates, puis au niveau des hanches aussi. Donc, ça, il va y avoir beaucoup de rotation à ce niveau-là. Quand la région lombaire est prise pour faire la rotation, c'est là des fois qu'on va se créer des douleurs, justement. Je reviens à l'exemple de mon doigt. On va dire que mon poignet, c'est la région thoracique qui, elle, a beaucoup de mobilité. Quelqu'un essaie de tordre mon doigt vers l'arrière comme ça. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas me faire mal au doigt? Je vais aller tordre mon poignet. Je vais aller faire une extension du poignet bien avant pour être sûr que je ne me ferai pas mal au doigt. Fait que là, je vais aller tordre à peu près n'importe quelle partie qui va être plus mobile. Puis la région lombaire, ben, elle, pour éviter d'être trop vulnérable, elle va se faire protéger par ma mobilité thoracique en rotation. Fait que tout ça pour dire que je fais une longue parenthèse, mais au gym, vous voulez une région lombaire qui est stable, avec plein de mouvements vigoureux qui viennent d'ailleurs. Ça va vous faire un bon training d'abdominaux. Exactement. Puis il y a moyen de se faire du fun par la suite. Une fois qu'on a maîtrisé la base, qu'on a fait du renforcement dans la base, comme tu viens de le dire, avec, exemple, la planche abdominale traditionnelle là, qu'on voit statique. Là, on a moyen de venir debout, exemple, avec des exercices comme le pad of press, là, avec une résistance là, latérale, ce soit un élastique, une poulie pour pousser les bras vers l'avant en gardant ça tout stable. Puis on peut rajouter du mouvement, comme tu viens de le dire, au niveau du haut thoracique, progressivement, mais il y a une prise de conscience personnelle, il y a une éducation à faire en arrière de ça, que chez les gens, souvent, c'est que justement, ce n'est pas des rotations lombaires qu'on veut faire, mais des rotations thoraciques. Oui, puis en fait, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'autant en physiothérapie, nous, on a un super bon programme de stabilisation lombaire. Vous avez des programmes, vous en avez à l'infini. Donc, pour les choses plus techniques, conseillez-nous, là, tout simplement. Conseillez vos PSP d'abord si vous n'avez pas de blessure. Conseillez les physiothérapeutes si vous avez une blessure. Puis tout ce qui est l'exécution technique, on va vous la montrer. Exactement. Exactement. Puis comme tu dis, on en a plein. Puis on a plein de variantes aussi. Si vous êtes tanné de faire les mêmes affaires qu'on peut vous donner pour augmenter le plaisir, parce que c'est important aussi, là. Puis que ce soit efficace. Ben oui, parce que c'est une question que j'ai souvent, c'est OK, tu veux pas que je fasse ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? C'est plate. C'est une bonne question aussi. Et oui, on a un devoir, nous, de proposer des choses de fun, ça c'est clair, puis ça va nous faire un plaisir de le faire. Et puis, excuse-moi, Marc-André, je vois une question de Zoé, oui. Oui, fait qu'est-ce que vous pensez des leg raise et du Russian twist? Fait que leg raise couché au sol, qu'on fait simplement lever les jambes, le nom le dit, puis le Russian twist avec soit un ballon ou même champ en charge, faire des rotations du tronc. Je vais te laisser commencer, mais j'ai mon point de vue là-dessus aussi. Puis je vais y aller à la plate, peut-être plus. Ça va être sûrement plus conservateur un peu, ce qui est pour les blessures, là, évidemment. Fait que je te laisse commencer. Parfait. Ben moi, c'est très simple. Les deux exercices peuvent être permis. C'est pas banni à tout prix. Mais il faut savoir ce qu'on fait. OK? Donc, je vais vous expliquer il faut savoir ce qu'on fait. Le leg raise, on se couche sur le dos, on lève une ou deux jambes. C'est sûr que si on est débutant, on a toujours tendance à vouloir enlever une avant de lever les deux en même temps, bien entendu. Et puis, quand on le fait, puis là, sur l'échelle de difficulté, côté exécution technique, je le classe quand même dans les plus difficiles. Puis, en fait, ça sous-entend que si vous faites ça, vous êtes capable de maintenir une bonne contraction abdominale. Vous pouvez même faire l'expérience de glisser votre main en dessous de votre dos pendant que vous le faites. Si vous apercevez que votre bas du dos, il creuse d'une façon démesurée, ça, c'est pas bon. Si vous apercevez que votre bas du dos, il pousse beaucoup trop dans votre main, ça, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez perdu votre position neutre. Mais c'est quelque chose qui peut se faire si
et seulement si vous êtes capable de maintenir une bonne contraction abdominale, vous êtes capable de respirer en le faisant, puis vous êtes capable de maintenir une position neutre au niveau de la colonne, puis en plus, ben, si vous ne sentez pas d'inconfort, parfait, il n'y a pas de problème à faire ce genre d'exercice-là. Par contre, je ne m'ambitionnerais pas à lever mes jambes jusqu'au plafond nécessairement. Là, ce qu'on veut, c'est aller chercher une certaine amplitude de mouvement. Je pourrais dire une trentaine de centimètres déjà, c'est bien en masse là, pour sentir le travail abdominal qui est difficile. Puis vous allez sentir une bonne fatigue, une bonne petite brûlure dans ce coin-là, vous allez être satisfait. Ensuite, Russian Twist, c'est-à-dire d'être assis sur nos fesses au sol. Les talons, il y a plusieurs variantes, mais les talons qui vont, disons, être près du sol, mais qui ne toucheront pas. Il y en a même qui vont s'ajouter un medicine ball, de la charge. Et là, ils vont twister ça en vitesse de chaque bord. Là, je parlais du principe de bas du dos rond, plus de la rotation. C'est assez c'est à éviter pour le bas du dos, bien entendu, très à risque de blessure. Mais si, par exemple, moi j'en fais des fois, on fait juste stabiliser, on a déjà un bon shake, on s'assure que notre bas du dos, encore une fois, c'est d'aller faire un petit sensor avec notre main pour voir si on n'exagère pas notre courbe ou si on ne rondit pas trop. Et puis, après ça, ben, des petites rotations, ça peut être rapide, mais c'est pas obligé d'être de la grosse amplitude de mouvement, parce que aussitôt qu'on fait de la grosse amplitude de mouvement, on s'aperçoit qu'on sent des tensions dans le bas de notre dos, et donc ça, c'est à éviter. Exact. Écoute, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour le leg raise, oui, je pense personnellement, c'est pas un des exercices favoris parce que je trouve que c'est un exercice très difficile comparément à ce que ça peut avoir de l'air, surtout quand tu veux garder une bonne posture au niveau lombaire. Mais oui, si c'est bien fait, je pense que c'est un bon exercice pour faire du renforcement. J'ai pas regardé, je serais curieux de voir à quel point c'est vraiment les abdominaux seulement qui travaillent et non les fléchisseurs de hanche. J'ai jamais regardé les études là, à ce niveau-là. Ouais. Fait que ça serait intéressant, tu sais, comme le fameux redressement d'assis complet, que là, aujourd'hui, on sait que les fléchisseurs de hanche sont beaucoup impliqués. Probablement, en fait, pratiquement plus que les abdominaux. En passant, ben, le bon vieux redressement assis complet, les pieds fixés, lui, il y a beaucoup de science derrière ça. Il devrait être banni, tout simplement. Il est très à risque pour le disque lombaire. Puis, surtout, si on a les pieds fixés, ben, c'est un gros pourcentage. Ça va être juste les fléchisseurs de la hanche. Il n'y aura même pas de six-pack d'abdos d'impliqués. Puis, ça m'amène à parler aussi de la bonne vieille machine où est-ce qu'on a de la charge ici. On est assis sur notre disque lombaire. On est assis sur nos fesses. Puis là, on s'en va mettre beaucoup de charge, puis on se penche vers l'avant d'une façon très vigoureuse comme ça. Il y a un mythe répandu qui dit que oui, bon, ça va aller travailler vraiment les abdominaux en avant, tout ça. Ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est que ça travaille, ben, les exercices travaillent beaucoup plus le cylindre dans son ensemble parce que ça contracte pas mal tout ensemble, ces muscles-là. Puis de plus, ben, c'est un exercice qui, un peu comme je parlais tout à l'heure avec la chaise romaine, si tu mets beaucoup de charge, tu t'ambitionnes à faire pas beaucoup de répétitions, tant qu'à moi, tu n'es pas en train d'entraîner tes muscles dans la fonction qu'ils devraient faire. Donc, oui, ça revient au même principe. Tu veux beaucoup de répétitions ou tenir longtemps, tu veux pas beaucoup de temps de repos, tu n'as pas besoin de mettre une charge incroyable pour entraîner tes muscles stabilisateurs lombaires. Puis encore là, c'est ça, j'aime ça que tu ailles parlé d'amplitude, surtout sur la machine là, qu'on vient fléchir vers l'avant. L'amplitude de mouvement n'est pas obligée d'être extrême non plus. Puis encore là, ça va être plus le haut thoracique, juste les fléchisseurs d'hanche, fait que le niveau lombaire qui va venir fléchir. Puis pour ma part, là, pour finir là, sur ce sujet-là, pour ce qui est du Russian Twist, perso, moi j'aime bien l'exercice. Une fois de plus, il faut qu'il soit vraiment enseigné là, adéquatement, comme tu l'as mentionné. Tu as donné déjà les points, là, les principaux points à respecter. Une fois que c'est fait, je pense que c'est rester dans des amplitudes respectables, justement, qui ne vont pas être exagérées. Ce qui est malheureusement le cas d'aller voir. Même si c'est de faire attention là, des fois avec la fatigue, souvent, c'est qu'on va laisser le poids, surtout si on prend une charge, on va faire une rotation, on va laisser le poids aller de chaque côté. Puis là, on ne fait plus attention à notre posture et à comment on fait le mouvement. Je pense que c'est là qu'on se blesse, qu'on finit par se blesser ou bien créer des douleurs parce qu'on est dans une situation de fatigue. Fait que si c'est bien fait, une fois de plus, comme tu l'as mentionné, je pense qu'il faut choisir une charge adéquate qui n'est pas obligée d'être 50 livres là, dans les mains. Ça peut être
même sans charge, ça peut être super efficace. Fait que c'est tout le temps ça. C'est un muscle d'endurance. C'est des muscles d'endurance de posture. Il faut comprendre ce concept-là pour justement arrêter de se dire on va tout le temps charger plus. Là. Donc, ça fait que ça fait le tour de mon point pour moi. Parfait. Moi aussi, ça complète ce que j'avais à dire sur ces exercices-là. Donc, je rappelle au monde, si vous avez des questions, quoi que ce soit, là, j'espère que l'enregistrement a bien été et que ça a été correct. Oui, c'est ça. On espère que ça a fonctionné. Si vous avez des questions entre-temps, soyez bien à l'aise de nous envoyer vos questions, de nous les poser. On va remettre là, le live. Là, il va apparaître directement sur Facebook. Moi, je vais regarder là, si tout est correct aussi là, au niveau du s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de lag. Fait qu'on va s'ajuster. Merci une fois de plus, Jean-François. Super intéressant. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Puis bonne fin de semaine à tous. Merci. Salut. Merci. Bye bye.